Alors qu'elle ouvre grand les bras et adopte le style Shiranui, on apprend ensuite qu'en échange de la vie de Mai, le corps de Maki, maintenant dépourvu d'énergie occulte, était dur comme l'acier. Mais elle perdait du sang suite à son affrontement avec Oji, sans compter les combats successifs contre les Ei. Face à Naoya qui dépassait désormais des vitesses subsoniques, Maki a jugé qu'un affrontement prolongé ne tournerait pas en sa faveur. Elle accepte l'impact frontal et adopte la posture du Shiranui, une position spécifique utilisée en sumo. « Viens faire un câlin », dit-elle. On apprend que les choses touchées par la paume de l'utilisateur pendant l'activation du sort de projection sont également soumises à des contraintes strictes. Elles doivent diviser chacun de leurs mouvements en séquences d'un 24e de seconde. Si elles échouent à respecter cette limitation, elles seront immobilisées pendant une seconde, incapables de bouger. Si elles n'y parviennent pas pendant une seconde, Naoya maintient sa vitesse maximale. Naoya pense que Maki veut encaisser son attaque et stopper son mouvement, même si cela signifie sacrifier quelques côtes. Mais ajoute qu'elle ne l'aura pas avec ce piège aussi évident. Toujours à pleine vitesse et considérant Maki comme une simple imposture, Naoya pense qu'elle est immobilisée et se prépare à l'achever. Mais en réalité, Maki n'est absolument pas affectée. Elle respecte parfaitement la règle des 24 images. Désormais capable de suivre son rythme, elle se retourne et contre-attaque, interceptant la trajectoire de Naoya avec son poing. Elle ajoute que quelque chose l'a chiffonnée à propos de leur vitesse, à lui et au vieux. Elle parle probablement du père de Naoya, celui que Jogo a brûlé avec Maki et Nanami. Ils découpaient leurs mouvements sur une seconde, 24 fois. Elle a enfin pu le voir grâce à ce corps. Naoya tente de l'insulter, de la traiter d'imposteur, mais Maki devient trop nombreuse. Il n'arrive pas à terminer sa phrase. Maki lui écrase le visage contre le sol avec un coup monstrueux. Le combat s'achève ainsi, le crâne de Naoya étant violemment déformé, comprenant ainsi que la misogynie ne paye plus. Dominante et implacable, Maki le regarde de haut, couvert de sang, et lui demande froidement de répéter ce qu'il vient de dire. Et cet arc continue. Tu ne parles plus. Perroquet sauvage. Après avoir défoncé Naoya, Maki retrouve sa mère dans une cuisine et l'appelle. Sa mère lui dit de rester en arrière, mais Maki lui demande pourquoi elle lui a crié de revenir plus tôt dans le couloir. Trop bouleversée pour se souvenir des événements récents, sa mère lui demande de quoi elle parle. Pensant qu'elle est satisfaite, Maki s'approche. Sa mère hurle alors de panique à plusieurs reprises jusqu'à ce que son sang éclabousse le mur. La scène est ambiguë, mais il semble que la mère se soit elle-même tranché la gorge à ce moment-là, plutôt que d'avoir été tuée par Maki. À l'extérieur du domaine, les unités Ei et Kukuru ont été totalement anéanties, leurs cadavres jonchant les lieux. Naoya, tel un cafard increvable, gravement blessé mais encore vivant, erre en perdant énormément de sang avant de s'effondrer à l'intérieur d'un bâtiment. Il la traite de femmelette et ajoute qu'il n'a presque rien senti. Mais soudain, la mère de Maki apparaît derrière lui, la gorge déjà tranchée, à l'agonie, tenant encore un couteau de cuisine. Naoya, incapable de se défendre et d'utiliser son énergie occulte, est alors poignardé dans le dos par la femme qu'il méprisait le plus. Quelle ironie! Un exorciste de classe spéciale de rang, un tué avec un couteau de cuisine par la main d'un non-exorciste. Il meurt de manière pitoyable, écrasé sous le corps d'une femme impuissant jusqu'au bout. Avant de s'éteindre, la mère de Maki murmure qu'elle était heureuse d'avoir donné naissance à deux filles aussi formidables. Après avoir totalement détruit le clan Zenin, Maki quitte le domaine en portant le corps de Mai. Momo arrive peu après, inquiète d'avoir poursuivi Mai. En comprenant que Mai est morte et qu'elle n'a pas été là pour l'aider, Momo s'effondre en larmes, rongée par le regret. Silencieusement, Maki lui confie le corps de sa sœur. Momo lui demande ce qu'elle compte faire maintenant, mais Maki, encore profondément choquée, ne répond pas. Elle s'éloigne simplement, son arme à la main. Plus tard, il est révélé que ce jour-là, 6 membres des Ei et 21 membres de l'unité Kukuru sont morts de cause indéterminée. Maki les a tous traqués et exécutés en une seule journée probablement. Les résidus retrouvés sur place n'ont pas pu être identifiés. De faibles traces d'énergie occulte ainsi que des entailles d'armes blanches ont été observées sur les corps mutilés. Dans les jours qui suivirent, les clans Kamo et Gojo demandèrent au quartier général de Jujutsu l'expulsion du clan Zenin des 3 grandes familles. La décision est en attente d'approbation. Après les quelques instants jouissifs qu'on a passés avec Maki, on revient aux instants précédant leur départ de chez Tengen. Yuji et Megumi reçoivent alors l'emplacement de l'élève de 3e année qu'ils doivent retrouver, Akari Kinji. Tengen leur explique qu'Akari gagne actuellement de l'argent en tant qu'organisateur de combats clandestins dans un ancien parking du département de Tochigi. Des exorcistes s'y affrontent en duel et naturellement, cela attire aussi les non-exorcistes.
Un comportement qui montre clairement qu'Akari se fiche totalement des règles de l'exorcisme. Tengen les met ensuite en garde. Parmi les participants se trouvent probablement des maîtres des fléaux. Arrivés dans le parking souterrain, Yuji et Megumi retirent leurs uniformes d'exorcistes afin de faire croire qu'ils n'ont aucun lien avec le lycée. Megumi explique qu'Akari s'est disputé avec un professeur et a été expulsé. Depuis, il enfreint constamment les règles de l'exorcisme. S'il découvre qu'ils viennent du lycée, il pourrait tenter de s'enfuir. C'est un peu comme s'il jouait aux policiers et aux voleurs. Surpris, Yuji demande s'ils sont désormais du côté du lycée. Megumi lui répond qu'ils se trouvent entre les deux, mais que du point de vue d'Akari, ils sont clairement des ennemis. Yuji s'interroge alors. Akari est-il coopératif à la base? Megumi admet que c'est difficile à dire. Akari fait ce qu'il estime devoir faire, mais les aînés disent qu'il n'en fait qu'à sa tête. Cela dit, Yuta lui-même a affirmé qu'Akari était plus fort que lui. Quoi qu'il arrive, ils auront besoin de sa puissance pour la traque mortelle et feront tout pour le recruter. En entrant dans le parking, ils sont arrêtés par deux hommes. L'un des gardes leur ordonne de dégager, mais Megumi lui répond qu'il souhaite participer au combat pour gagner de l'argent. Le garde envoie aussitôt un violent crochet vers Megumi, qui s'arrête à quelques centimètres de son visage. Megumi lui rappelle alors la première règle du Fight Club. Personne ne doit parler du club. Le garde exige de savoir qui leur a donné l'information et les menace de les passer à tabac. Megumi ment en affirmant qu'il n'a pas retenu le nom de la personne parce qu'il l'a tué il y a un mois. Le garde en costume murmure alors qu'un certain Kondo a effectivement disparu il y a un mois. Megumi propose ensuite de prendre sa place dans le tournoi et menace d'éliminer le garde s'il refuse. À ce moment-là, le manager reçoit un message du patron demandant d'ajouter un combattant supplémentaire au tournoi du jour, mais uniquement si Yuji est celui qui combat. Sachant que Yuji est parfait pour ce rôle, Megumi poursuit son jeu et demande à se battre à sa place. Cependant, le garde lui explique que le patron n'aime pas son visage et refuse catégoriquement de le laisser participer. Megumi remarque alors la présence de nombreuses caméras et accepte la proposition. Une fois parti, il confirme qu'Akari les observait probablement à travers les caméras et établissent leur plan. Yuji entrera dans le club pour tenter de contacter Akari de l'intérieur, tandis que Megumi essaiera de s'infiltrer depuis l'extérieur du parking. Le plan est extrêmement risqué. Si Megumi est découvert, Yuji deviendra immédiatement suspect. En dernier recours seulement, ils utiliseront la force pour atteindre Akari. Même si la meilleure option serait de laisser Yuji agir en premier, l'échéance pour sauver Tsumiki approche dangereusement, poussant Megumi à prendre des risques. Il est actuellement 17h, le 10 novembre, et il ne leur reste plus que 9 jours avant la date limite. Ce soir-là, Yuji retourne au parking pour combattre. L'homme sur place lui explique le fonctionnement du tournoi. Il n'y a que 2 règles. Pas de fuite, pas de sort. Autant dire que cela convient parfaitement à Yuji, qui excelle au combat rapproché. Yuji demande si son adversaire peut utiliser des sorts, mais le garde lui répond que les spectateurs ne sont pas des exorcistes et ne peuvent donc pas les voir. En descendant les escaliers menant à l'arène, Yuji demande à quoi ressemble le patron. L'homme lui répond qu'il ne pourra le découvrir que s'il le rencontre en personne. Il lui explique ensuite qu'il existe 2 types de combats, scénarisés et non scénarisés. Les combats scénarisés sont écrits par le patron. En revanche, s'il parvient à briller lors d'un combat libre, Yuji attirera son attention et pourra peut-être décrocher un rendez-vous. Arrivé dans l'arène, une zone du parking aménagée pour permettre aux spectateurs d'observer depuis les étages supérieurs, Yuji découvre son adversaire. Un adversaire qui surprend absolument tout le monde. Avec une voix d'annonceur survoltée, le présentateur ouvre le tournoi en criant « Itadori Yuji contre Panda ». Dans une salle de surveillance, Akari observe le combat avec son associé. Il exprime son ennui, trouvant que l'ambiance commence à retomber. Pour lui, il n'y a aucun plaisir à tirer de ce combat et il ajoute qu'il sait déjà à l'avance qui va gagner. Il est convaincu que personne ne peut battre son panda préféré et regarde à peine l'écran. Mais la fille à ses côtés observe attentivement le combat et commence à avoir des doutes, ce qui surprend Akari. Dans l'arène, Yuji et Panda coopèrent pour offrir un spectacle incroyable. Le combat est si intense qu'il impressionne même le commentateur qui hurle que c'est le meilleur combat qu'il ait jamais vu. Tout en échangeant des coups, Yuji et Panda discutent discrètement afin d'échanger des informations. Panda a été autorisé à entrer dans le Fight Club, mais Akari et l'autre élève de 3e année l'évitent volontairement. Après leur échange, ils conviennent de terminer le combat. Yuji envoie un faux coup dévastateur que Panda exagère volontairement pour faire croire à sa défaite. Le commentateur annonce Yuji vainqueur, laissant une forte impression sur tous les spectateurs. Même Akari, dans sa loge, reconnaît être impressionné par la capacité de Yuji à combattre tout en captivant le public. Il appelle alors l'un de ses managers et lui ordonne d'amener Yuji dans son bureau.
Il veut conclure un marché pendant que l'occasion est encore chaude et écrire des scénarios pour ses futurs combats. La fille présente avec lui, une autre élève de 3e année de l'école nommée Kirara Oshi, lui dit qu'il a l'air bête quand il dit ça. Pendant ce temps, Megumi, fidèle à lui-même, utilise l'ombre d'un homme pour espionner la conversation sans être repéré. L'homme au téléphone demande à Akari quoi faire du second gamin en parlant de Megumi qui se trouve juste derrière lui. Akari répond qu'il faut rester vigilant et qu'il compte demander à Kirara de garder un œil sur lui. Il ajoute que Yuji est bruyant dans le bon sens du terme et que cela lui rappelle son ex qui était du même genre, ce que Kirara trouve gênant lorsqu'il parle de son ex. Après avoir quitté la zone, Panda retrouve Megumi dans une forêt voisine. Il lui demande s'il pense que Yuji parviendra à entrer en contact avec Akari. Megumi répond qu'il le pense, mais demande à Panda pourquoi lui-même n'a pas encore vu Akari. Panda sait où se trouve Akari, dans la salle de surveillance située sur le toit. Cependant, ils ne peuvent pas s'approcher de la porte à cause de la technique maudite de Kirara. Peu importe qu'ils marchent ou qu'ils courent, il leur est impossible de s'en approcher. Megumi demande si la technique n'est active que lorsque Kirara est dans la salle de surveillance. Panda n'en est pas sûre puisqu'elle est toujours avec Akari. Plutôt que de forcer la situation, Panda a attiré des spectateurs afin d'éviter de se mettre Akari à dos. Il pense que la personnalité joviale d'Itadori devrait plaire à Akari. En revanche, il est nul en baratin, il est surtout incapable d'inventer un mensonge sur le moment. Il faut donc lui donner un minimum de directives. Le pire scénario serait qu'Akari découvre que Yuji vient de l'école et le mette dehors immédiatement. Panda veut donc sécuriser la zone et surveiller la porte pour empêcher cela, ce qui signifie qu'ils devront éliminer discrètement quelques agents de sécurité peu importants pour pouvoir monter. Panda connaît l'emplacement de toutes les caméras et leurs angles morts, ainsi que les positions des guetteurs. Megumi reconnaît qu'ils ont peut-être un plan solide, mais la technique de Kirara reste un facteur aléatoire dans tout ce qu'ils font. Ainsi, si Akari et Kirara finissent par mettre Yuji dehors, Megumi affirme qu'ils devront tout simplement abandonner leur objectif. Plus tard, après avoir remporté un autre combat au Fight Club, Yuji envoie un message à Megumi à 0h58 pour lui dire qu'il rencontre Akari à 1h. Pendant que les 5 guetteurs maintiennent leur position, Kirara le surnomme Yu et révèle qu'Akari a redoublé une année au collège. Yuji remarque à quel point Kirara est joyeuse, ce à quoi elle répond que c'est parce qu'Akari commence à redevenir chaud. Après avoir reçu le message, Megumi se glisse dans l'ombre du premier garde et le neutralise par derrière. Il l'étrangle jusqu'à l'inconscience, lui scotche la bouche et lui attache les mains avec des colliers de serrage, le tout extrêmement rapidement. Un second garde arrive ensuite, sans se rendre compte de quoi que ce soit. Megumi se glisse aussitôt dans son ombre et l'endort avec un triangle parfaitement exécuté. Au même moment, 2 autres gardes remarquent Panda en train de jouer avec leurs pneus. D'abord confus, l'un se demande s'il mange du saucisson de poisson. Soudainement, Panda passe à l'attaque et les assomme tous les deux, récupère la saucisse, puis monte par l'escalier de secours. Panda rejoint Megumi sur le toit et se positionne avec lui pour surveiller la porte de la salle de surveillance, quand soudainement, et de manière totalement inattendue, Kirara sort de la pièce juste en dessous d'eux. Pendant un instant, Megumi et Panda restent figés, complètement sous le choc. En levant les yeux, Kirara remarque immédiatement le duo et comprend qu'eux aussi viennent de l'école d'exorcisme comme Panda. Pensant qu'Akari est en danger, elle attrape son téléphone pour tenter de le contacter. Mais Megumi invoque alors son Shikigami, le chien de Jade, pour tenter de l'arrêter.